Bonjour à tous et dans cette nouvelle vidéo nous allons voir un modèle très intéressant dans le trading algorithmique qui est le modèle autorégressif. Le modèle AR ou autorégressif est un modèle mathématique qui permet de modéliser les séries temporelles et donc de faire des prédictions sur leur futur. Il a donc une application directe dans le trading algorithmique. Donc le modèle autorégressif AR d'ordre P, noté AR de P, est utilisé pour analyser les séries temporelles. Et l'idée derrière ce modèle, c'est qu'on peut expliquer la valeur actuelle du processus avec ses valeurs passées. Donc prenons le cas le plus simple, c'est-à-dire le modèle AR d'ordre 1, eh bien ça veut dire que à chaque instant, sa valeur actuelle peut être expliquée comme le produit entre un coefficient phi1 qu'on va devoir estimer et sa valeur précédente. On peut rajouter aussi une constante qui peut s'interpréter comme la moyenne vers laquelle oscille ce processus à long terme. Car je n'ai pas précisé, mais ce modèle peut être seulement utilisé si notre processus est stationnaire. Donc, par exemple, le processus des prix d'un actif financier, en général, est non stationnaire. Par contre, c'est log rentabilité, lui, est un processus stationnaire. Voilà comment mathématiquement ça peut s'exprimer généralement pour un processus RP. C'est-à-dire que chaque valeur du processus à l'instant T peut être exprimée comme une transformation linéaire de toutes ces valeurs passées jusqu'à l'ordre P, plus une constante, et un terme epsilon de t qui va être justement ce terme stochastique, cette variable aléatoire, ce bruit blanc qui s'ajoute au processus. Souvent il est noté différemment. Pour alléger les notations, on va faire intervenir l'opérateur retard, qui peut être estimé comme ça, c'est-à-dire que l'opérateur retard, ici L, va faire que L exposant K de X indice T va être équivalent à X indice T moins K. Et ensuite, avec le polynôme d'opérateur retard, qui est défini comme suit, on peut réécrire notre équation phi de L fois X indice T est égal à C plus epsilon de t. Mais c'est sûr que intuitivement à lire, c'est beaucoup plus facile la première version sous forme de somme des valeurs passées du processus pondérées avec un certain coefficient. Mais comme ça, vous savez que quand vous voyez cette notation qui est souvent utilisée, vous saurez d'où elle provient. Donc, comment implémenter ce modèle autorégressif ? Déjà, on va importer différents modules. Ceux-là, c'est les modules habituels, Panda, NumPy. Ici, c'est l'API que j'utilise pour accéder aux données de marché, OS, Request, etc. StatModel pour la régression linéaire, Seaborn pour la visualisation, PlotPACF de StatModel pour afficher notre corrélogramme de nos autocorrélations partielles. On commence par importer nos données. On va faire comme dans les vidéos précédentes. On va prendre un univers d'investissement qui vont être les actions du S&P 500. Donc si vous n'avez pas vu, allez la voir j'explique un peu plus comment ça marche, cette partie du code. Ici, on va tout simplement nettoyer nos données pour enlever toutes les données overnight, toutes les données de trade qui ont lieu le week-end, de cotations qui ont lieu en pré-market, etc. pour avoir des données de marché propres, juste des horaires d'ouverture de marché. Ensuite, ici, on calcule nos log rentabilité. Pourquoi nos log rentabilité ? Parce qu'elles ont la propriété d'être stationnaires. On a enlevé la tendance exponentielle et on a différencié. Ce qui fait qu'on a des données vraiment bien stationnaires et il faut, pour les modèles autorégressifs, les modèles moyenne mobile, etc., les modèles ARMA, les modèles ARFIMA, tout ça, il faut que nos données soient stationnaires en fait. Pour que les prédictions soient viables, il faut que nos données soient absolument stationnaires. Et c'est-à-dire, donc, à quoi ça ressemble des données stationnaires ? Ça ressemble à ça. Visuellement, graphiquement, pour se donner une idée, même si c'est pas le moyen le plus rigoureux, il y a des tests statistiques comme le test de Dickey-Fuller qui existe pour voir si nos données sont stationnaires. Graphiquement, des données stationnaires, ça ressemble à ça. Donc on voit quelque chose qui oscille autour d'une moyenne, proche de 0, et qui, des fois, y ressort. Mais toujours, on va revenir autour de cette moyenne. C'est-à-dire que les moments, donc écart type, espérance, skewness, kurtosis, vont rester les mêmes.
tout au long du processus. Ça, c'est si on a une stationnarité forte. Une stationnarité faible peut se cantonner à avoir une moyenne fixe tout au long du processus. Et c'est souvent, en fait, c'est ce type de stationnarité qu'on recherche, c'est-à-dire une moyenne fixe. L'hétéroscédasticité, c'est-à-dire la variance qui va varier tout au long du processus, c'est pas idéal, mais on est obligé de faire avec, et puis c'est pas si grave que ça. Donc, voilà à quoi ça ressemble des données stationnaires. Et maintenant, des données non stationnaires, le processus de prix, par exemple. Ici, on voit que c'est pas stationnaire. Il y a pas vraiment, il y a une moyenne, mais on s'y écarte sans forcément y revenir. Et donc là, on peut pas utiliser nos modèles pour faire des prédictions parce qu'on n'a aucun repère en fait. Les valeurs peuvent très bien être à 100, comme à 200, comme à 1000, 1 million, donc on n'en sait rien et on peut pas du coup entraîner un modèle, estimer des poids et faire des prédictions dans le futur, ça peut pas fonctionner, ça serait pas viable et le modèle fonctionnerait très mal. C'est pour ça que ici, il faut absolument que nos données soient stationnaires et donc ressemblent à quelque chose du genre. Donc une fois qu'on a fait ça, on va séparer notre jeu de données en jeu d'entraînement et en jeu de test. Le jeu d'entraînement va nous servir à faire nos recherches, regarder les autocorrélations, tout ça, à entraîner notre modèle. Et notre jeu de test, c'est un jeu sur lequel on va juste regarder les performances à la fin, sans jamais baser nos recherches dessus. C'est pas le moyen le plus rigoureux de faire, mais c'est déjà très bien. On peut utiliser la cross-validation, le bootstrapping, un jeu de validation, donc c'est-à-dire 3 jeux de données au lieu de 2, un train set, un validation set et un test set, mais ici on va se rester là-dessus, c'est déjà suffisant pour enlever la plupart des biais. Et donc là, qu'est-ce qu'on observe ? On va afficher le corrélogramme. Qu'est-ce qu'un corrélogramme ? Donc ici, c'est le corrélogramme de notre fonction d'autocorrélation partielle. C'est-à-dire que pour chaque barre ici, ça nous affiche l'autocorrélation dans notre processus à un retard en particulier. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'autocorrélation partielle isole les influences. On va regarder l'influence d'un retard en particulier en isolant tous les autres, en isolant l'influence des autres retards sur celui-ci même. Donc voilà la différence avec l'autocorrélation, tout court. L'autocorrélation, on s'en fiche, on regarde la structure d'autocorrélation sans isoler forcément l'influence des autres retards sur le retard qu'on observe. Ici, on voit qu'il y a une forte dépendance des valeurs passées sur la valeur présente. On voit une autocorrélation de presque moins 15 pour le lag numéro 1, le retard 1, c'est-à-dire l'influence de la dernière valeur sur la valeur présente est très importante. Au deuxième, un peu moins. Troisième, énorme. Quatrième aussi. Et cinquième aussi. On voit que les dernières ne dépassent pas notre intervalle de confiance, au-delà duquel nos autocorrélations sont significatives. Pour qu'une autocorrélation soit significative, il faut qu'elle ait une p-value plus petite que ce seuil critique alpha de 0,0001. Donc 0,01%. C'est très petit, mais comme ça on se rapproche d'une certitude d'avoir que ces autocorrélations ne sont pas dues au hasard et sont réellement des anomalies de marché. Voilà ce que ça veut dire ici, nos intervalles de confiance. Ça veut dire que si ça ne dépasse pas, c'est des autocorrélations dues au hasard, à la variance de notre processus. Et si ça les dépasse, c'est des anomalies de marché, et donc potentiellement on peut les exploiter. Et donc, comment on définit notre ordre P, notre processus ? Donc à quel moment on remonte dans le passé pour faire nos prédictions ? Donc c'est à quel moment notre processus prend des valeurs passées pour estimer notre valeur actuelle. On regarde nos retards qui sont significatifs, qui ont des autocorrélations significatives. Donc là, ici, on peut compter. On en a 1. Ici, 2, il ne l'est pas. Mais par contre, juste après, c'est vraiment excellent.
Ici, on peut considérer que ça dépasse à peine, donc on a en fait 1, 2, 3, 4, 5. On peut remonter jusqu'au 5e avant qu'il n'y ait aucune significativité statistique. Donc ici, on va prendre donc, jusqu'à 5, parce qu'on comprend pas 6, donc c'est jusqu'à 5 ici. Et on va estimer, on va décaler nos logs rentabilité pour les aligner avec notre valeur actuelle. Donc on prend en gros nos 5 retards de nos rentabilités. Voilà ce que ça ressemble, hein. On a la valeur présente, la valeur juste avant, celle qui est juste avant, jusqu'à 5. Et on peut afficher notre matrice d'autocorrélation avec 6 bornes pour visualiser tout ça. Donc on voit sur la diagonale, forcément, c'est parfaitement chaque lag est parfaitement corrélé avec lui-même, c'est complètement logique. Et on voit que, par exemple, le retard 4 est très corrélé au retard 3. Hop, petite pause dans la vidéo, juste pour te dire que si tu es intéressé pour rejoindre une communauté de personnes intéressées par le trading quantitatif, la data science et tous ces sujets en rapport de près ou de loin à la finance quantitative, que tu veux plus de contenu sur ces sujets et aussi des codes et tableaux Excel et autres contenus complètement exclusifs, j'ai mis le lien de ma page Banzai en description. Va jeter un coup d'œil, c'est totalement gratuit. C'est tout nouveau, donc le contenu va arriver au compte-gouttes. Il y a déjà quelques contenus disponibles et le code de cette vidéo sera totalement gratuit et à noter et disponible sur la page destinée aux abonnés. Donc si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer dans le lien dans la description. On peut poursuivre la vidéo. Notre valeur présente, elle va être très corrélée positivement à notre retard 4, très corrélée positivement négativement à notre retard 3, encore plus corrélée négativement à notre retard 1, etc. Et donc on voit l'influence des retards passés sur notre valeur actuelle. Ici, on initialise Y et X pour estimer justement donc, les coefficients dans notre, je le rappelle, Phi1, Phi2, Phi3, Phi4, etc. dans notre modèle. Pour ce faire, en fait, dans le modèle AR, ce qui est très pratique, c'est qu'on va utiliser une régression linéaire. Ça va aller très vite, du coup. En termes de calcul, c'est très efficace. Il y a peu de calculs à faire pour d'excellents résultats. Et donc ici, on voit les coefficients, donc Phi1, Phi2, Phi3, Phi4, etc. Qui vont dans le même sens en fait que nos autocorrélations. Hein. Si on regarde le lag 1, on est à moins 12,5 en termes de coefficient. Et ici, notre autocorrélation avec le lag 1 est de moins 0,14. Ce qui fait qu'on voit que c'est lié. C'est pas du tout la même chose, mais c'est lié. Ici, on quantifie, en gros. On quantifie cette influence, et ici on la mesure juste, en quelque sorte. Ici, je le rappelle, on a lancé une régression linéaire avec NumPy. C'est l'implémentation la plus efficiente, celle qui donne les meilleurs résultats, mais on n'a pas les statistiques liées à notre régression. Et donc ça va être intéressant quand même de en faire une avec l'implémentation de StatModel. Je ferai une vidéo pour la régression linéaire de A à Z, solution analytique avec maximum de vraisemblance, tout ça. Tous les algorithmes qu'on peut utiliser. Il y a aussi les variantes en rajoutant des termes de régularisation qui peuvent être très utiles, surtout en trading algo où on a des collinarités. Et donc du coup, ça peut nous être utile. Ici, on va regarder nos statistiques et on voit que la quasi-totalité, sauf notre lag 2, c'est-à-dire celui-là, qu'on avait vu tout à l'heure, qui était très peu significatif, eh bien, la totalité ont des p-values quasiment nulles, donc sont extrêmement significatifs statistiquement. Ils ont très peu de chances d'être dus au hasard. Une F statistique très bonne, donc là, notre régression, elle est viable. Il y a quand même, elle respecte pas toutes les hypothèses de base, hein. C'est-à-dire que nos résidus sont pas du tout distribués normalement. Ils ont du skewness, extrêmement de kurtosis, mais tous nos coefficients, à part le deuxième, ce qui est normal, sont significatifs.
La constante, les bof, mais on va la laisser quand même. Ça permet d'enrichir le modèle, c'est toujours utile. Ici, on fait nos prédictions. Donc le arrobas, c'est pour calcul matriciel. Ça permet de faire une transformation linéaire plus rapide. Et peu importe le nombre de lags qu'on met dans nos modèles, on pourra relancer ce code, c'est universel. Donc on va prendre des bornes inférieures et des bornes supérieures sur lesquelles on va dire que nos prédictions sont viables ou non. En général, en finance, c'est les prédictions extrêmes qui donnent des valeurs qui donnent des meilleurs résultats. C'est-à-dire que ici, on va regarder seulement les 20% les plus basses et les 80% les plus hautes en termes de prédiction. Et on voit que le coefficient de corrélation de Pearson, donc qui mesure seulement les corrélations linéaires entre nos prédictions et les valeurs réelles, est de 0,24 sur notre train set, notre jeu d'entraînement, avec une p-value de 0, 10 puissance moins 100. Il n'y a aucune chance que ça soit, enfin jamais aucune, mais presque, qu'il n'y ait que ça soit dû au hasard. Donc c'est très bien. Surtout avec une régression linéaire où il y a peu de risque d'overfitting quand même, beaucoup moins, en tout cas, qu'un réseau de neurones. Ici, j'affiche, donc ici c'est l'ordre de grandeur, c'est-à-dire le plus faible en termes de prédiction et le plus haut en termes de prédiction. Et on voit que c'est surtout la variance en fait qu'augmente sur les bornes. Visuellement, c'est difficile de revoir si réellement il y a plus de positifs que de négatifs quand les prédictions sont très hautes, mais on peut quand même le remarquer ici. Il y a quand même beaucoup plus ici de valeurs réelles qui seront positives quand les prédictions sont très positives. Et là, pareil, il y a un cluster ici beaucoup plus important de valeurs négatives quand nos prédictions sont très faibles. Dans le cadre du trading, on ne trade pas tant que nos prédictions ne sont pas inférieures à une certaine borne pour shorter ou supérieures à une certaine borne pour acheter. Donc maintenant, on va voir vraiment ce que ça donne en backtest avec. Donc on n'a pas vu ici, on n'a pas regardé notre jeu de test et on va voir ce que ça donne dessus maintenant. Donc pour se mettre dans des conditions réelles. Là, on va pas mettre les frais, juste analyser le signal. Dans la réalité, il faut mettre les frais, etc. Ici, c'est juste pour expliquer le modèle AR et l'implémenter dans un cadre de trading algorithmique. Donc, on le fait pas. C'est pas un tuto de comment réellement l'implémenter dans un algo de trading, le mettre sur AWS et le faire trader en réel. Mais ça permet d'apprendre comment l'utiliser déjà, les bases de comment l'utiliser proprement pour du trading algorithmique. Ici, donc, on fait nos prédictions sur notre jeu de test qu'on n'a pas vu précédemment, justement, pour isoler et pour faire comme en réalité. On ne voit pas les valeurs futures dans la réalité, donc on teste notre modèle sur les données qui arrivent. Donc voilà, on fait nos prédictions, on donne notre signal, donc notre signal il va être long seulement si nos prédictions dépassent notre valeur haute, et va être de -1 seulement si nos prédictions dépassent notre valeur basse. Sinon, il va être de 0. Si on n'est pas au-dessus ou en dessous de nos bornes, inférieures et supérieures, eh bien, on ne traite pas, c'est un signal nul. On calcule nos rentabilités tout court, donc on transforme nos langues en rentabilité arithmétique, ici. Donc c'est très lié, il faut faire l'exponentielle pour jusqu'on transforme ça en division, et ensuite on fait -1, et ça nous donne nos rentabilités arithmétiques, et ensuite on multiplie par le signal pour avoir les rentabilités du backtest. Et ensuite, on fait comme prod pour avoir le produit cumulatif, +1 pour avoir vraiment les rentabilités d'une stratégie dans laquelle on va réinvestir les intérêts. À chaque fois qu'on gagne, on réinvestit l'argent dans la stratégie. Et on voit que c'est absolument grandiose. Là, on arrive à quelque chose de magistral. On a quasiment aucun drawdown et on fait du gain parfait. Et là, si on fait une analyse statistique qui a quasiment 10 puissance moins, une p-value de 10 puissance moins 100, je suis prêt à parier. Mais je tiens à rappeler que souvent, ici, on n'a pas mis les frais de trading. Et en trading, je sais pas pourquoi d'ailleurs les gens n'en parlent pas, mais en trading, le nerf de la guerre, c'est les frais de transaction. Avoir un signal, c'est pas compliqué.
À faire des prédictions, c'est pas compliqué. Par contre, avoir un modèle qui fait des prédictions et qui arrive à être rentable malgré les coûts de transaction, là c'est beaucoup plus dur. Et donc là, sans les frais de transaction, c'est absolument grandiose. On pourra bientôt s'acheter une nouvelle Lamborghini, parce que là je le rappelle que c'est, si je mets pas value, les dates vont de 2023, donc décembre 2023, en 2 mois à peine. En 2 mois à peine, on a fait 35% avec quasiment zéro drawdown. C'est-à-dire qu'on peut mettre du levier de malade, donc emprunter de l'argent pour l'investir. On ne risquera quasiment rien, parce que là, vu la volatilité de notre... si on fait une value at risk ici, elle va être très faible, hein, la probabilité de perdre est très faible, hein. C'est quasiment une ligne droite, donc on peut mettre du levier à l'appel et devenir très riche très rapidement, mais dans la réalité c'est pas le cas, parce que si j'applique des frais de trading, ça va être beaucoup moins drôle. Mais le but c'était pas de faire une stratégie rentable, c'était de montrer l'implémentation du modèle autorégressif en trading. Ce modèle a des applications réelles, mais va falloir faire des recherches un peu plus poussées, faire du transaction cost analysis, optimiser les coûts de transaction, essayer de voir quand est-ce que ça peut tout faire le travail en fait après, une fois qu'on a notre signal ici. Notre signal prédictif, une fois qu'on l'a, eh bien il faut optimiser les coûts de transaction pour garder de l'alpha, garder une performance malgré ça, ce qui est le plus dur. En plus ici, je rappelle que je suis en minutes, donc il faut trader assez rapidement, c'est-à-dire faire suffisamment vite les prédictions. Ici c'est pas un problème, parce qu'une régression linéaire, c'est très rapide à exécuter, mais si on réduit encore les fréquences, ça peut devenir c'est là qu'on rentre dans du trading haute fréquence, où l'exécution va être très importante, parce que sinon on va biaiser nos résultats. Ici on part du principe qu'on peut agir instantanément. Dans la réalité c'est pas forcément le cas. Voilà l'implémentation, l'explication du modèle autorégressif, son implémentation pratique dans le trading algorithmique, en termes de, bien sûr théorique, parce qu'on a fait un backtest, on l'a pas implémenté en réel. Mais le backtest a été réalisé proprement, hein, pas comme certains là, sur des graphiques avec un billet du survivant, billet de confirmation à la main, n'importe comment. Ça a été fait rigoureusement, donc notre backtest ici est plutôt viable en termes de signal pur, de significativité du signal pur, sans les frais. Il est viable. Maintenant, comme j'ai dit, si on rajoute les frais, c'est moins bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne YouTube pour pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.